Bienvenue dans Soluble pour le premier épisode d'une série consacrée aux médias constructifs. Aujourd'hui, je veux tenter d'y voir plus clair et de savoir comment survivre dans la jungle de l'information. Bonjour Anne-Sophie Novelle. Bonjour Simon. Tu es une journaliste spécialiste des alternatives écologiques et des médias. On va parler des solutions que tu proposes pour que les citoyens interrogent leur rapport à l'info, leur manière de la consommer, comme on dit, et de ne pas sombrer dans le burn-out informationnel, car ce mal-être touche un nombre grandissant de personnes. On verra pourquoi c'est important de mieux s'informer, selon toi. C'est d'ailleurs le titre de ton petit guide pratique paru aux éditions Actes Sud. Mais d'abord, vous le savez, ici on est curieux et on veut toujours tout savoir du parcours de nos invités. Et Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenue journaliste? Il me semble que tu as bifurqué professionnellement. C'était pas ton premier choix. Oui, j'ai bifurqué durant ma thèse d'économie. J'ai fait une thèse en économie du terrorisme, entre Sciences Po et un laboratoire de Paris School of Economics. Mais mon parcours académique et avec la chance que j'ai eue m'a permis de décortiquer un petit peu le système commercial et financier et de comprendre à ce moment-là la notion d'injustice sociale, d'inégalité, et de faire le lien avec les questions tout simplement écologiques. Donc, en parallèle de ma thèse, j'ai commencé à monter un projet associatif pour favoriser l'accès à l'information sur ces sujets, alors qu'il y avait quelques initiatives, mais pas dans les grands médias. Une fois ma thèse soutenue, et je l'ai indiqué en préambule de ma thèse, je dédierai ma carrière à ces questions d'écologie, et le journalisme était quelque chose qui m'attirait, mais je pensais pas y venir si tôt. Mais de fait, ayant écrit nombre de billets de blog, m'étant investi en parallèle de ma thèse, une fois mon diplôme en poche, je me suis lancée en tant que pigiste. Et du coup, j'ai été amenée à travailler avec plein de rédactions très différentes, avec cette volonté de mettre ces questions à la une et de réfléchir aux moyens d'intéresser les gens et de montrer que c'était la priorité à laquelle on devait répondre. Ah, on va voir ensemble les détails de tes travaux et les solutions que tu proposes. Alors pour qu'on comprenne bien, Anne-Sophie, tu dis que comme il y a de la malbouffe, il y a de la malinformation. Pour filer la métaphore de l'alimentation, nous allons parler peut-être de la carte, de la recette, du régime et pourquoi pas des bonnes tables que tu pourrais nous conseiller. Mais c'est quoi au juste le problème avec l'information? Peux-tu nous expliquer pourquoi on parle de fatigue informationnelle? Tout a commencé de l'enquête que j'ai débutée en 2014 avec cette question de savoir pourquoi il était si compliqué de parler de l'écologie dans les médias. Et en fait, pour répondre à cette question, il a fallu que je décortique notre rapport à l'information, mais aussi que je décortique la fabrique informationnelle et les conditions de travail des journalistes. Donc, je me suis très vite confrontée à la logique systémique dans laquelle on est prise des deux parties de la relation. Et il y avait aussi ces réflexions lors des repas de famille du genre ouais, les journalistes c'est tous les mêmes, on peut pas leur faire confiance, ils sont proches des élites, enfin beaucoup de d'idées reçues. Donc là je me suis dit on a un problème et ça c'est un premier obstacle à franchir parce que si on n'arrive pas à bien s'informer, je ne comprends pas comment on pourra s'atteler à comprendre les enjeux du monde et à essayer d'y répondre dans un cadre de débat public serein avec une santé démocratique préservée. Et donc, ça fait quelques années, en effet, qu'on parle de cette fatigue informationnelle. Mais ce qui m'inquiète plus cette année, c'est le fait que l'on parle même d'évitement informationnel. Donc, depuis le déconfinement, avec l'accélération du monde, le conflit en Ukraine et plein d'autres nouvelles, maintenant, je crois que les gens veulent se préserver c'est trop lourd à porter. Et donc, des symptômes qui étaient déjà là avant le confinement, qu'on a pu voir aussi émerger au moment des gilets jaunes, là, se sont accrus. Et moi, ça me génère une certaine inquiétude parce que il y a très peu de personnes en fait qui s'informent. Je veux dire, il y a 10-11% de la population qui s'informe bien et qui arrive à contrôler ça et à s'intéresser à ça. Le reste, ce sont des gens qui vont
voilà, avoir une oreille attentive. Mais pour certains, ça va les laisser indifférents. Pour d'autres, ça va les laisser dans une angoisse profonde. Et puis, il y a tous ceux qui n'arrivent pas à gérer et qui coupent le flot. Donc, moi, je parlais déjà de médianorexie lors du début de mon enquête. Et là, je crois qu'il y a aussi, dans cette ère de post-vérité, une espèce de crise de foi. Voilà, on a beau s'informer, on ne sait pas à qui croire. Donc, tout ça génère un certain nombre d'émotions et de sentiments très variés. Et au-delà du travail qu'on peut faire dans la rédaction, à sensibiliser les journalistes, et il y a beaucoup de volonté dans le métier aujourd'hui de progresser et d'intégrer un meilleur traitement, notamment des questions écologiques. Il y a tout un travail à faire avec le public pour essayer d'expliquer que les médias ne sont pas uniformes et qu'ils peuvent reprendre la main sur ce régime, d'où ce petit livre des enfants. Alors, de l'infobésité, comme on a pu dire, là, je t'entends parler d'anorexie informationnelle, c'est-à-dire qu'on passe du trop-plein pour certaines personnes à un abandon, à se détourner des questions de l'information. Alors, on sait, l'information produite par des journalistes est quand même importante pour le débat démocratique, pour s'accorder autour des faits. Tu parlais de l'ère de la post-vérité, c'est ça, c'est sur la préservation des enjeux démocratiques que tu travailles, et c'est pour ça que tu as voulu t'adresser aux lecteurs qui sont des citoyens? En fait, je suis surtout partie d'une souffrance, parce qu'en fait, c'est pas un sujet de conversation en rapport à l'information. Et alors, il y a surtout des gens, et surtout des femmes, qui sont venues me voir en disant, sur le ton de la confidence, tu sais, une fille, j'ai arrêté de m'informer, comme si c'était une honte. Il y a ceux qui l'assument pleinement, en étant vraiment dans une posture de rejet. Et je leur dis, oui, mais vous n'êtes pas obligé de subir. En fait, c'est pas automatique, et ce que vous ressentez, c'est légitime. Il y a plein de choses qui ont été mal faites dans le métier, il faut y travailler. Et voilà, sachez qu'il y a une partie de la profession qui s'y attelle. Mais voilà, moi, je vais vous raconter une histoire et je vais vous montrer tout ce qui se fait dans le métier et tous les types de supports. Et c'est limite du coaching informationnel en 20 minutes. Je peux savoir quels sont vos besoins, quel est le temps, quel est l'argent que vous voulez dépenser pour bien vous informer, et on peut faire un petit tour de panorama. Voilà, donc j'essaie d'offrir des outils un peu ludiques, décalés, jolis, pour essayer d'intéresser à ce sujet. Mais là où il y a aussi du malaise, c'est des personnes que j'ai rencontrées qui, lors de repas de famille ou avec des amis, se rendent compte que certains de leurs proches sont devenus complotistes et que toute discussion sur des sujets de société devient très compliquée, tendue et génératrice de conflits. Et c'est là qu'il y a un combat à mener. Donc, avant même d'être dans la santé démocratique, c'est aussi dans la santé de nos échanges. Là où aujourd'hui tout le monde s'informe dans sa bulle, avec ses écrans, avec ses sources d'information, on n'a plus de rendez-vous commun autour de l'info et de l'actualité. Et je pense que c'est urgent d'en faire un sujet de débat, de conversation, de prise de conscience, comme on l'a fait sur les questions alimentaires dans les années 80, où on se rendait compte qu'il y avait de la malbouffe. Ben là, c'est pareil. Il y a de la malinformation, il y a de la désinformation. Et si on n'est pas au courant, ben on se fait avoir. Alors, dans ton guide, tu le disais, tu invites les lecteurs, les lectrices à se saisir des outils que tu leur proposes. Alors, évidemment, il faut aller le lire, mais tu nous invites à nous questionner sur notre propre rapport à l'information. Finalement, c'est quoi une bonne information pour soi? Et est-ce qu'une bonne information pour soi est une bonne information pour la société? C'est une petite démarche d'introspection que je propose. Hein. Donc, il y a toujours ce bilan informationnel. Est-ce que vous avez déjà décortiqué la façon dont l'actualité vient à vous? Et puis ensuite, à partir de là, voilà, comment vous vous sentez avec ça? Est-ce que vous l'avez vraiment choisi? Et puis ensuite, en fait, c'est quoi vos besoins? Est-ce que c'est au quotidien, savoir quoi faire, comment vous divertir, trouver des services à côté de chez vous? Est-ce que c'est dans le cadre de votre métier? Est-ce que c'est dans le cadre de vos hobbies ou de vos engagements associatifs si vous en avez? Est-ce que voilà, et finalement c'est très personnel, donc je n'ai jamais eu aucune sorte de jugement. Mais j'explique aussi qu'on peut ouvrir les chakras et aller lire des choses qui font du bien. La bonne information, c'est celle qu'on arrive à digérer correctement, qui nous nourrit. C'est celle dont on est sûr qu'elle est de bonne qualité aussi. Donc, il faut apprendre à déjouer les pièges de la désinformation, les pièges des biais cognitifs, faire preuve d'esprit critique. Et l'esprit critique, ça se muscle, ça se travaille. Surtout qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'infox, travailler de plus en plus avec des intelligences artificielles. Donc, débusquer, en fait, voilà. En fait, la vérité devient de plus en plus floue.
et c'est important de savoir y voir clair dans ce flou. C'est pas facile, même pour les journalistes. Donc, c'est d'utilité publique, je crois, que d'apprendre à s'armer pour avoir une forme d'autonomie et ne pas se faire avoir. Parce qu'en fait, ce qui derrière ça me gêne, c'est que certaines personnes savent très bien faire de la propagande ou de la manipulation informationnelle. Et on a pu voir que quand les gens ne s'informent plus, ils vont juste suivre ce qu'on leur envoie via des réseaux sociaux, type WhatsApp ou ce type de messagerie. Et ça a des conséquences en vrai sur certains résultats d'élections, sur certains types de comportements, sur des violences, sur certains types d'achats. Et donc, on se fait duper. Et ça, c'est très important de ne pas se faire avoir. Alors, il y a parfois et souvent des lanceurs d'alerte très utiles, mais globalement, quand même, les médias sont la première et meilleure source d'informations fiables. Mais comment on reconnaît un média, en fait Ben là, c'est marrant parce que voilà, j'ai rencontré beaucoup de monde et c'est vrai que quelqu'un qui est devenu un ami parce qu'il a vraiment fait un énorme travail sur son régime informationnel. On a beaucoup échangé et on a conçu le jeu pédagogique, la médiaventure ensemble. Un jour, je lui dis, mais tu sais, il y a des blogueurs, des influenceurs très connus qui ne sont pas des journalistes et ce sont pas des, on peut pas les assimiler. Il me dit, ah bon, mais je pensais pas. C'est quoi la différence? Bah, je lui dis, voilà, un journaliste, il est entouré d'autres professionnels. On est censé pouvoir confronter dans le cadre d'une rédaction ce qu'on a fait, avoir la relecture des pairs, une décision commune autour d'une ligne éditoriale. Voilà, il y a un choix qui peut être fait. Il y a peut-être des tons qui sont un peu différents. Il y a un sérieux avec lequel on le fait. Ça ne veut pas dire que l'influenceur va pas être sérieux, mais on n'est pas dans le même type d'optique. Il faut savoir discerner une opinion d'une présentation de faits, l'engagement que certains médias, journalistes peuvent avoir. Voilà, donc parfois c'est dans la nuance, c'est très flou, mais il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça que la déontologie à laquelle les journalistes sont soumis, qui n'est parfois en effet pas respectée, mais elle est importante pour expliquer que on a une exigence de présenter les choses en allant chercher du contradictoire, en vérifiant bien les sources, en allant s'assurer que c'est exact. Tous les influenceurs ne le font pas, ne le font pas correctement. Donc, cette question de la confiance est très importante. Donc, il faut jamais hésiter à questionner l'influenceur ou le journaliste pour savoir aussi comment il travaille. Et à l'inverse, quand on est lecteur, si je peux me permettre ce conseil, alors sauf pour les infos super exclusives, mais c'est de faire confiance aussi au pluralisme, de lire plusieurs articles ou voir plusieurs reportages ou écouter des podcasts, par exemple. Oui, aussi vérifier l'information, en effet. Une question subjective, quelles sont les bonnes tables de l'information Alors, impossible d'en faire la liste, mais est-ce qu'elles sont forcément payantes? Non, pas Non. un média indépendant ou un bon média peut aussi faire des erreurs, ça faut le dire, ça arrive à tout le monde. Mais il y a des médias de service public qui offrent aujourd'hui une très bonne couverture informationnelle. Je pense notamment, voilà, si vous allez sur le site de France Info, le site web, c'est une source d'information au quotidien qui me semble être de qualité. Et ça, on oublie trop souvent. Il y a plein de supports que l'on peut consulter. Après, la bonne table de l'info, je vais dire, moi, je peux donner mes bonnes tables, elles sont très nombreuses, mais c'est très personnel. Et j'apprends souvent beaucoup des gens avec qui j'échange. Mais c'est pour ça que j'ai dessiné cette carte très subjective des paysages médiatiques français pour dire, voilà ce que je vois circuler au milieu du paysage, dans ce grand fleuve que tout le monde consulte, mais regardez tout ce qu'il y a à côté. Voilà, peut-être que je devance ta prochaine question. Alors, c'est une formidable transition, mais pour qu'on comprenne bien, comme tu es une exploratrice du monde des médias, en bonne exploratrice, tu as eu besoin de t'orienter. Et en 2020, tu as voulu cartographier le paysage médiatique français en proposant au sens littéral du terme une carte sous la forme d'une infographie illustrée. Et 3 ans après, tu actualises ce travail en lançant une campagne de financement participatif pour la publier. Que montre cette carte dont tu commençais à nous parler et y a-t-il des évolutions en 3 ans seulement? La première fois, donc il y a 3 ans, on a publié cette carte sur Internet en open source avec l'idée de raconter une histoire et impulser un autre imaginaire autour du monde des médias en disant il y a la très bonne carte d'Acrimed et du Monde Diplo qui montre qui possède quoi, mais il n'y a pas que ces médias-là en fait dans la vie. Et comment donner à voir aussi le reste sans caricaturer. Il y a des médias qui appartiennent à des gros actionnaires qui arrivent quand même à faire du bon travail. Donc c'est pas aussi simple que ça.
Et cette carte a rencontré un grand succès. On a énormément de commentaires qu'il a fallu prendre en compte pour améliorer notre approche. On a eu beaucoup de demandes de personnes désireuses de l'imprimer, donc qui l'ont fait d'ailleurs sans nous attendre, mais qui voulaient qu'on leur vende une version imprimée. Et puis des personnes qui s'en sont emparées pour des ateliers d'éducation média, qui nous ont renvoyé en l'ayant décalqué, en l'ayant guidé, en nous expliquant ce qu'ils en faisaient. Et donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on intègre tout ça. Ça nous oblige un peu, donc avec Natacha Bigan, qui est la graphiste avec qui je travaille là-dessus, je lui ai dit, écoute, faut qu'on fasse quelque chose de plus exhaustif, on introduit plus de nuances. Et du coup, elle a décidé de le dessiner à la main. Donc ça a pris du temps et d'en faire une version qui est vraiment faite pour être vue en grand format papier. On veut que ce soit un bel objet qui s'affiche aussi dans des couloirs, dans des bureaux, des salles d'attente, dans les écoles de journalisme ou autres, pour montrer cette diversité et montrer à quel point on a de la chance aussi en France d'avoir ce type de support. Là, on mène la campagne de prévente et on l'a accompagné d'un kit pédagogique, mais quand la campagne de prévente sera terminée, je pense qu'on mettra aussi cette nouvelle carte en ligne. Il n'y a aucune raison qu'on la garde comme ça de notre côté, donc elle sera mise en ligne également. Et donc, 3 ans après, est-ce qu'il y a des évolutions qui traduisent quelque chose de notre société? Est-ce qu'il y a plus de médias digitaux, d'environnement, plus de médias d'opinion ou parfois même classés à l'extrême droite? Est-ce que les perceptions qu'on peut avoir comme ça de l'extérieur, est-ce qu'en les ayant cartographiées, ça s'y retrouve? Alors c'est une carte qui n'est pas exhaustive. Elle Mhm. sera toujours perfectible et elle est personnelle. Donc il y aura toujours des manques pour les uns les unes et les autres. On a rajouté des choses qu'on n'avait pas mises comme la presse scientifique, la presse sportive, la santé. On a fait la différence entre des féminins et les supports féministes. On a rajouté les collectifs de journalistes. On a fait figurer les GAFAM aussi, donc les réseaux sociaux. On a différencié les médias de divertissement des médias satiriques. On a mis à jour la base de données de médias et on a fait des petites blagues aussi en faisant figurer certains actionnaires de manière différente. On a mis un gros paquebot pour le yacht de Bolloré par exemple. Et puis on a un petit tas de fumier aussi de presse qu'on estime être un peu nauséabonde, dans laquelle on n'a pas hésité cette année à mettre touche pas à mon poste parce qu'on estime que ça lamine par le bas le débat public. Voilà, donc, il y en a qui n'apprécieront pas, qui nous traiteront de gauchistes, je ne sais quoi, mais l'idée c'est aussi de stimuler de la conversation autour de ça et de dire que c'est important d'en parler. On a le droit de pas être d'accord, mais voilà, faisons de ce rapport à l'information un objet de débat. En parler de l'information, parler des médias eux-mêmes et de notre façon de la consulter et de la recevoir. Et ça nous amène à ce troisième élément important de ce kit de survie que tu proposes. C'est le jeu dont tu as dit un mot tout à l'heure, un jeu média-aventure. Donc là, on est dans ce qu'on pourrait appeler le ludique plus, puisque c'est un jeu, mais en quoi ça consiste en fait? Alors, c'est un jeu en 6 séquences que j'ai élaboré avec Loïc Chabrier, qui est un artiste qui était venu me voir en m'interrogeant justement parce qu'il faisait une grosse enquête sur son propre rapport à l'information. Et Loïc Rocher-Laurenceau, qui lui est surtout bénévole chez Un bout des médias. Et donc, Un bout des médias est partenaire de ce jeu. Et l'idée est de proposer un parcours en 6 étapes dans lequel on va décortiquer dans un premier temps son propre rapport à l'information et discuter avec d'autres pour voir en quoi nos régimes diffèrent. Ensuite, on va proposer d'observer le paysage, et, voilà, de comprendre ce que signifie une concentration, une indépendance dans la presse, avant de se pencher sur les différents types de journalisme, parce que voilà, sous la notion de journaliste, il y a plein de pratiques différentes. Et ensuite, on va se pencher sur les pièges dans lesquels on peut tomber, la désinformation, la mésinformation, la malinformation. On va faire un point sur les biais cognitifs. Souvent, on ne sait pas en quoi ça consiste, et c'est pas grave, mais en avoir conscience permet aussi parfois de questionner ses propres croyances et ses propres réflexes. Et à la fin, proposer des outils. Donc, c'est un jeu qui peut se faire en 1 heure et demie avec des proches. C'est un jeu qui peut servir à des profs désireux dans leur classe de prendre le temps. Et chaque séquence peut faire 1 heure, par exemple, de cours. Donc, il y aura différents types de GR. On va mettre des gommettes pour indiquer voilà, qu'il est possible de le faire en 1 heure ou en plus de temps si on le souhaite.
Et on va travailler avec d'autres assos pour l'enrichir Ça également. me fait penser un petit peu aux ateliers du type de la fresque du climat. C'est un peu dans cet état d'esprit. Loïc Chabrier, au départ, m'a dit, et si on faisait une fresque du média, pardon, et cette fresque existe. Et nous, enfin, moi, j'anime des fresques du climat, donc j'aime ce format et en même temps, je m'en lasse un petit peu. Là, on voulait que ce soit aussi un espace de conversation. Donc, on a des cartes, on a fait en sorte qu'elles soient belles aussi, mais ça va être aussi sous forme de quiz, de jeux, parce qu'on voulait mettre un peu de ludique dans tout ça. Mais ça reste un jeu pédagogique. Donc, voilà, ça s'est inspiré de ça, mais on s'en est un petit peu défait aussi. Mieux s'informer, je passe à l'acte. C'est le titre de ton dernier ouvrage d'édition Actes Sud. Anne-Sophie Novelle, on te retrouve sur KissKissBankBank et surtout le kit de survie pour y voir plus clair parce que tu proposes en précommande donc ces différents outils qu'on peut se procurer séparément ou en coffret. En coffret, voilà, merci, je cherchais le mot que l'on peut se procurer en coffret. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi qu'on peut quand même, avec modération, te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Alors là, j'ai coupé un peu cet été, mais sur Twitter, sur LinkedIn, si les gens souhaitent me contacter, c'est avec grand plaisir que je leur répondrai. Anne-Sophie, merci d'être passée dans Solublum. Merci Simon. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, c'estsoluble.media. À bientôt.